184 milliards de francs. C'est le chiffre d'affaires 2023 du géant des matières premières, Glencore. Les ingrédients d'un tel succès ? Corruption, violation de droits humains et destruction du climat. Alors vous nous connaissez. Quand une multinationale veut que ses activités restent dans l'ombre, on en parle dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on s'intéresse au numéro 1 mondial des matières premières, Glencore. La société installée à Zoug vient récemment d'être condamnée par la justice suisse pour corruption en République démocratique du Congo. On en parle avec Adria Budricarbo. Bonjour. Bonjour. Adria, tu es enquêteur matières premières chez Public Eye. Tu es l'auteur du livre « La Suisse sur des charbons ardents ». Alors, on va parler du charbon en temps voulu, mais d'abord, posons un petit peu le cadre. Glencore a longtemps été désigné comme la plus grosse entreprise dont vous n'avez jamais entendu parler. Alors, ça a un petit peu changé depuis, mais pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, c'est qui ? Alors c'est vrai, Glencore était assez méconnue du grand public jusqu'en 2011, date à laquelle elle entre en bourse à Londres. Et donc, elle permet finalement à tout un chacun d'acquérir une action de Glencore et de devenir actionnaire. Mmh. Depuis, donc, l'entreprise est un peu l'épouvantail des milieux écolos, des mouvements indigénistes et des ONG anticorruption. Glencore, c'est vraiment l'ADN du secteur des matières premières en Suisse. Tant par la puissance de la société, le chiffre d'affaires, c'est 2 fois celui de Nestlé, par exemple, que dans les vices qu'a cette société, on retrouve Glencore associé aux régimes les plus corrompus au monde, à des dictatures en place depuis des dizaines d'années. Glencore a été condamné à de nombreuses reprises aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Brésil, et puis donc récemment en Suisse, la plupart du temps pour des affaires de corruption ou de manipulation du marché. Glencore, c'est aussi une entreprise un peu particulière, hybride, parce qu'ils se contentent pas de vendre des matières premières. Donc depuis... Justement, c'est quoi leurs activités ? Alors justement, depuis 10-20 ans, Glencore possède des mines de cobalt, des mines de cuivre, des mines de charbon, absolument partout dans le monde, aux 4 coins de la planète. C'est une entreprise très globalisée. Et puis, ils font aussi du commerce. Ce qui leur permet justement d'agir un peu aussi sur les volumes. Quand les choses vont pas très bien, Glencore a une telle puissance sur le marché qu'ils peuvent se contenter de fermer une mine de cobalt et puis de faire remonter les cours, un petit peu comme si Glencore était un OPEP des minéraux à lui tout seul. Il faut vraiment insister là-dessus. C'est vraiment un mastodonte des matières premières, fondé par Mark Rich, le fondateur de Glencore, qui a été aussi l'un des fugitifs en col blanc les plus recherchés des États-Unis. Alors sa vie est assez dingue. Je te propose une vidéo d'archives de la RTS pour découvrir cette histoire digne d'une super production hollywoodienne. À lui seul, il incarnait la part d'ombre de l'économie suisse. Mark Rich, génie peu scrupuleux du négoce de matières premières, éternel cigare aux lèvres. Né en 1934, issu d'une modeste famille juive d'Anvers, il fuit la Belgique en 1941 avec l'invasion des nazis. Jeune réfugié à New York, très vite, il se frotte au commerce de métaux. Mais c'est avec le pétrole qu'il se taille une réputation d'homme d'affaires aussi affûté que controversé. Car Mark Rich n'hésite pas à acheter ses barils de pétrole aux ayatollahs d'Iran, en plein embargo et malgré la prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran. Furieux, les États-Unis sanctionnent. Mark Rich est poursuivi pour fraude fiscale et manipulation du cours du pétrole, condamné par contumace à 325 ans de prison. Sa cavale le conduit en Suisse où il trouve refuge en 1983. Et c'est depuis Zoug qu'il bâtit son empire Glencore, géant du commerce de matières premières, toujours présent dans les pays les plus pauvres. Aux États-Unis, l'ex-femme de Mark Rich effectue un lobbying intense. Et alors que l'administration Clinton fait ses cartons en 2001, coup de théâtre. Pour son dernier jour à la Maison-Blanche, Bill Clinton accorde la grâce présidentielle à Mark Rich. Mark Rich est décrit comme le père du négoce de matières premières en Suisse. Est-ce que c'est une formidable opportunité pour le pays ou plutôt un héritage sombre ? C'est un petit peu les deux, finalement. Donc c'est une opportunité surtout fiscale, puisque entre le moment où Mark Rich s'installe à Zoug, dans un petit appartement en 74, et puis ensuite le grand boom des matières premières, les années 90-2000, avec l'arrivée de beaucoup de concurrents, et puis beaucoup de sociétés finalement qui ont été fondées par des
par les poulains de Mark Rich, ceux qu'on appelait les Rich Boys. On les retrouve à la tête de beaucoup de grandes sociétés matières premières. C'est eux, par exemple, qui ont fondé Trafigura, qui est aujourd'hui l'un des plus grands rivaux de Glencore. Et puis donc, toutes ces sociétés, pour la Suisse, c'est un peu la poule aux œufs d'or. C'est des sociétés qui vendent des énergies fossiles, pour la plupart, mais sans importer les émissions. C'est-à-dire que l'essentiel se produit ailleurs. C'est donc non seulement extrait, mais aussi consommé hors Suisse. Et la seule chose qui finalement est importée, c'est les recettes. Les recettes de ces sociétés qui atteignent plusieurs milliards. Et puis aussi, ils font venir des employés qualifiés qui ont des bonus qui atteignent parfois plusieurs millions par année. Et puis qui font tourner l'économie locale. Entendez par là les centres de golf et puis les nautiques. Donc, que tu fréquentes aussi énormément. Mais donc effectivement, c'est très intéressant pour tout ce petit milieu-là, à Genève, à Zug ou à Lugano. Par contre, évidemment, pour les populations sur place, les choses se passent un peu plus durement. Tu l'as évoqué avant, Glencore se traîne beaucoup de casseroles. La dernière en date, c'est celle qui est tombée en août dernier avec sa condamnation par la justice suisse pour corruption en République démocratique du Congo. C'est quoi les faits qui lui sont reprochés ? Ce que lui reproche la Suisse, c'est d'avoir acquis des parts minoritaires dans 2 mines de cobalt et de cuivre au Congo pour un prix bien inférieur à ceux du marché. Tout ceci a été rendu possible via le versement de pots de vin. Et comme le ministère public suisse a eu du mal à trouver les individus responsables de tout cela, donc on condamne la société pour défaut d'organisation en lien avec la corruption. C'est une affaire assez complexe. Je pense qu'avant tout, il faut comprendre un petit peu qui est Dan Gertler. C'est celui que le ministère public suisse qualifie pudiquement de partenaire commercial de Glencore. Donc, c'est un homme d'affaires israélien qui arrive au Congo un peu avant la chute de Mobutu et qui, par amitié, prend contact avec Kabila, qui s'apprête à prendre la présidence du pays. Donc, c'est dans quelles années, ça ? Là, on est entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Et puis, donc, à cette époque-là, Dan Gertler est très jeune. Il a 19 ans. Il est diamantaire, officiellement. Et puis, donc, comme très rapidement, il établit son réseau au Congo, il devient indispensable. Il y a tout un système qui tourne autour de lui. Pour les multinationales étrangères, si vous voulez acheter des mines au Congo, si vous voulez renégocier votre contrat avec le gouvernement congolais, ou alors faire diminuer le pas de porte, donc c'est-à-dire la prime que vous devez payer au Congo pour acquérir une mine, vous passez toujours par Dan Gertler. Dan Gertler est le guichet unique de Kabila, dont il finance aussi les campagnes présidentielles. Et puis Glencore, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle a compris ça, comme d'autres concurrents avant, d'autres sociétés également passées par Dan Gertler, pour 3 transactions minières. Glencore va s'associer à Gertler pour acquérir une mine ou une partie des mines de Kamoto, Mutanda et Kansuki. Ce sont des mines qui sont dans l'ancienne province du Katanga, le sud-est du Congo, qui est la région qui concentre un peu la plupart du cobalt qui est échangé aujourd'hui dans le monde. Et là, Dan Gertler va utiliser de ses contacts pour proposer des mines à des prix réduits. Alors exactement, donc la Suisse va condamner Glencore pour l'acquisition des parts dans Mutanda et Kansuki, qui sont 2 très très grandes mines qui vont être dont le projet est de fusionner. Donc Glencore veut les fusionner. Or, une partie appartient à la société publique congolaise, la GECAMINE, la Générale des carrières et des mines. Et puis donc c'est Gertler qui s'occupe de faire l'intermédiation et qui va aider Glencore à acheter les parts de la société publique. Donc c'est 20 et 25% de parts, et puis Glencore va les acquérir pour un montant assez faible, beaucoup plus bas que ce qu'il aurait dû payer normalement sur le marché. Donc là, le ministère public retient ça et estime qu'en réalité, Glencore aurait dû payer au minimum 150 millions de dollars de plus pour acheter ces mines, et finalement c'est la créance compensatrice, donc c'est ce qu'on retrouve. Glencore est forcé aujourd'hui de rendre 150 millions qu'il aurait dû payer en plus s'il n'y avait pas eu corruption. Parce que pour obtenir ce rabais, évidemment, rien n'est gratuit. Gertler s'est débrouillé pour faire parvenir donc à l'entourage du président Kabila et du gouverneur du Katanga de l'époque, qui considérait Gertler comme son frère jumeau. Il va s'arranger pour leur faire parvenir des millions. Et c'est là où la corruption intervient et où Glencore est condamné à payer une amende de 2 millions de francs et une créance compensatrice de 150 millions de dollars.
Ça a l'air d'être des gros montants quand même. Nous, on a demandé aux ONG qui sont sur le terrain si c'était un succès dans la lutte contre la corruption. On écoute Jean-Claude Mpoutou de l'ONG Resource Matters. Oui, la condamnation de Glencore par la justice suisse est un bon pas dans la lutte contre la corruption parce qu'enfin, une juridiction européenne reconnaît que Glencore a d'une manière ou d'une autre participé à la corruption, même si elle est simplement condamnée pour laisser faire. Nous, on encourage cela, mais on encourage surtout la justice suisse à aller plus loin que Glencore. Il a identifié des partenaires de Glencore qui ont rendu cette corruption possible. Il faut qu'il continue la poursuite contre ces partenaires-là. Mais aussi, pour le moment, c'est la Suisse qui va empocher des amendes alors que la victime de la corruption, qui est la République démocratique du Congo, n'a rien reçu. Dans les jours à venir, on va devoir contacter Glencore et la justice suisse pour demander que cet argent soit remis aux vraies victimes de cette corruption. Pour Jean-Claude Mpoutou, c'est un succès en demi-teinte. Tu partages cet avis ? Oui, entièrement, et pour les mêmes raisons. Donc, effectivement, la corruption n'est pas un crime sans victime, et donc il est injuste que rien ne revienne au Congo et que finalement, donc ce montant de la créance compensatrice va uniquement servir à alimenter les caisses fédérales, et rien ne reviendra au Congo, qui est le pays qui a le plus perdu justement dans ces transactions. Pour quelle raison ? Parce que finalement, c'est une espèce d'alliance entre des multinationales européennes et puis les élites corrompues, les propres élites politiques des Congolais, qui n'ont aucun intérêt à ce que les transactions se fassent selon les règles du marché, et puis aussi qu'il y ait eu un début d'industrialisation qui est lié au Congo. L'essentiel, c'est qu'on puisse racheter des minerais à bon marché au Congo, les raffiner ailleurs, et puis toute la plus-value s'envole. Elle va souvent en Suisse d'ailleurs, sur des comptes bancaires qui appartiennent soit à Glencore, soit aux propres élites politiques congolaises. Mais la créance compensatrice n'est pas rendue au Congo. Elle n'est pas rendue au Congo parce que la Suisse estime que les conditions ne sont pas remplies. Entendez par là que donc il y a de forts risques que si on restitue quelque chose au Congo, ça se perde à nouveau dans la corruption. Il n'y a pas de structure en place pour faire en sorte que ça arrive aux personnes qui réellement étaient défavorisées. Et donc, décision a été prise de ne rien rendre au Congo, qui n'est pas non plus partie prenante de la procédure, et qui avait aussi fait un pacte avec Glencore il y a peu, en s'engageant à ne plus poursuivre Glencore pour toute la période Gertler, justement. Si on prend les 3 transactions minières, si on les prend dans leur ensemble, on arrive rapidement à un manque à gagner d'1 milliard de dollars. C'est un montant qui est très important et qui est très important pour le Congo, puisque à l'époque, le budget national était de 7 milliards. Donc imaginez à quel point ces transactions sont nuisibles pour un pays qui fait partie des 5 pays les plus pauvres au monde. Donc c'est tout ça de moins en hôpitaux, en écoles, en services publics. Exactement. Si l'épisode vous a plu jusque-là, abonnez-vous. C'est la meilleure manière de soutenir notre travail et le podcast. Merci. De manière générale, le sous-sol de la RDC est extrêmement riche en minéraux essentiels à la transition énergétique, comme par exemple le cobalt ou le cuivre. C'est du coup un véritable Eldorado pour les multinationales comme Glencore. On s'est demandé quelle était l'influence de cette entreprise dans le pays, et on a posé d'abord cette question à Jean-Claude Mpoutou de l'ONG Resource Matters. Glencore a un rôle important en RDC parce qu'il exploite des mines parmi les plus productives du pays et du monde. Et donc, son impact sur l'industrie minière congolaise est importante. Par contre, auprès de la population, on n'en ressent pas les bénéfices. Les populations autour des exploitations de Glencore continuent à vivre dans la pauvreté et dans la misère. L'environnement est pollué et parfois même les droits de l'homme ne sont pas respectés. Donc là, il y a un effort à faire du côté de Glencore, et surtout, bien qu'il dit avoir renoncé à la corruption, aujourd'hui, il continue à payer Dan Gertler, et donc, quelque part, c'est les corrupteurs et son partenaire qui continuent encore à exploiter les peuples congolais, et ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Alors, il le dit clairement, la population locale ne bénéficie pas des activités de Glencore, bien au contraire. Toi, ça fait longtemps que tu enquêtes sur Glencore. Est-ce que tu penses que les condamnations récentes vont faire changer quelque chose dans la politique de l'entreprise ? Je pense qu'au contraire, ça confirme un peu le business model de Glencore. Les amendes sont déjà budgétées, en fait, dans les comptes de Glencore.
Finalement, la boîte doit payer 2 millions. 2 millions pour une entreprise qui fait des milliards de bénéfices, c'est rien. C'est même pas une tape sur la main. Et puis, elle a dû rendre les profits considérés illicites, donc 150 millions. Si on se réfère même aux estimations de Glencore elle-même sur ce que valait la mine, on pourrait encore ajouter 130 millions de différentiel entre ce qu'ils ont payé pour acquérir ces parts minoritaires et ce que vaut réellement la mine. Donc finalement, c'est rien du tout pour Glencore. Et puis les 2 mines en question sont celles qui lui permettent aujourd'hui de se profiler comme un acteur clé de la transition énergétique. C'est de là que vient le cobalt et le cuivre de Glencore. Ça génère des milliards par année. Et finalement, la réponse en Suisse est quand même assez faible. Et on voit même que, malgré la condamnation, Glencore continue à dire qu'elle ne partage pas les conclusions du ministère public. Donc, de façon assez puérile, l'entreprise continue à nier. D'accord, j'admets ma culpabilité, mais en réalité, je ne l'admets pas. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je paye parce que comme ça, vous me laissez tranquille. C'est exactement ce que fait l'entreprise. Et puis, ça nous donne une indication assez claire sur ce qui va se passer à l'avenir, sur le non-changement de l'entreprise. D'ailleurs, si on regarde qui dirige cette entreprise, il y a eu un changement autour de ces récentes condamnations, ces vagues de condamnations aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Suisse. Mais à l'époque, donc, c'était Ivan Glasenberg, sud-africain blanc, sexagénaire, qui a fait toute sa carrière dans le charbon, qui dirige l'entreprise. Aujourd'hui, c'est Gary Nagel, c'est un sud-africain blanc qui a fait toute sa carrière dans le charbon, qui dirige l'entreprise. Donc imaginez quelles sont les perspectives de changement. On change les sièges, mais on refait la même chose. On refait exactement la même chose. Ouais. Dans la catégorie des non-changements que tu évoquais et des fausses promesses, Glencore aussi communique très volontiers sur ses engagements climatiques, comme dans cette vidéo de 2020 avec son ancien CEO, Ivan Glasenberg. Glencore a l'ambition claire d'atteindre le zéro émission nette de CO2 d'ici à 2050. On y parviendra en réduisant considérablement notre production de charbon. On a aussi la chance d'avoir le bon mix pour s'assurer qu'on puisse produire les matières premières nécessaires pour l'avenir des énergies renouvelables. Ce qu'on a décidé chez Glencore, c'est mieux de garder les actifs de charbon en main sûre, comme les nôtres, et nous réduirons le charbon d'ici à 2035. Il y a quelques années, Glencore annonçait vouloir se débarrasser de ses activités liées au charbon, mais récemment, elle a fait marche arrière. Ça t'a surpris ? Alors absolument pas. C'est donc tout à fait cohérent avec ce qui se passe sur le terrain, avec les politiques d'achat de Glencore. Quand les grands concurrents de Glencore se retirent du marché, donc ils décident de vendre leurs mines, c'est souvent Glencore qui achètent leur part en retour. Ça a été le cas à Cerrejón, donc la plus grande mine à ciel ouvert d'Amérique latine, et aussi tout récemment avec les activités du Canadien Teck. Donc Glencore voulait racheter l'entièreté de la société. Finalement, ils se sont contentés de racheter uniquement le charbon, et c'est en ligne avec le business model de Glencore qui tire la majorité de ses revenus du charbon. Donc Glencore n'a pas l'air de vouloir se débarrasser de cette source d'énergie qui est vraiment la plus sale qui soit. Le conseil d'administration récemment disait intégrer cette nouvelle donne charbon dans la stratégie climatique du groupe. Tout ça, c'est encore du blabla ? En tout cas, ça ne correspond pas tout à fait à ce qui se passe effectivement dans les pratiques commerciales de Glencore. Glencore a récemment enlevé aussi le cap de production, c'est-à-dire qu'il s'était engagé à un moment donné à ne jamais dépasser 150 millions de tonnes de charbon, chiffre qu'ils n'ont jamais dépassé d'ailleurs. Et puis, ils ont tout récemment enlevé cette limitation. Ils disent qu'ils veulent respecter les accords de Paris, mais en réalité, ils continuent à acheter des mines. Et puis même la façon dont ils communiquent sur leurs émissions est aussi douteuse, vu que tout récemment, ils ont pris comme base une année où ils avaient produit énormément de charbon, une année un petit peu spéciale. Et puis ensuite, donc comme le charbon avait diminué, ils ont dit regardez, on a déjà diminué d'au moins 25% notre production. Il y a quand même cette impression qu'on est en train de nous enfumer. Et puis ça correspond à la décision tout récente. Finalement, les activités de charbon ne vont pas être sorties de Glencore, mais elles vont être maintenues à l'interne, puisque la direction a décidé de donner le dernier mot à ses actionnaires. Et les actionnaires sont très heureux de compter le charbon, puisque ça génère des marges très importantes et donc des dividendes. Donc Glencore est le mauvais élève sur toute la ligne. Glencore est le mauvais élève sur toute la ligne. Et puis on peut aussi se demander à quel moment Glencore va devenir infréquentable pour
pour les caisses de pension et puis pour la plupart des investisseurs. Aujourd'hui, par exemple, c'est très difficile, vu que l'entreprise est cotée en bourse, donc elle est répliquée dans les indices, donc la plupart des caisses de pension se basent sur ces indices. Ça veut dire que vous avez vous-même une partie d'investissement chez Glencore alors que vous n'en savez rien. Et ça arrive aussi, même si vous prenez un fonds durable, vous vous retrouvez parfois avec des parts dans Glencore dont vous ne voulez pas. Ce qui, pour le moins, nous interroge effectivement. Glencore, c'est un peu les microplastiques de la finance. C'est des petites particules qui restent, on n'arrive pas à s'en débarrasser, et c'est un problème qui devient de plus en plus lancinant. Toujours sur le charbon, tu as récemment sorti un livre qui s'appelle « La Suisse sur des charbons ardents » que je montre à l'écran, qui décortique du coup le rôle central et parfois méconnu de ce secteur catastrophique pour le climat en Suisse. La Suisse a un rôle très important en tant que plateforme de trading. On m'a même dit que tu avais envoyé un exemplaire au CEO actuel de Glencore, Gary Nagle. Tu t'aimes la provoque ? Non, j'ai surtout procédé par empathie. J'ai tenté de me mettre dans les baskets de Gary Nagle. Donc, il est dans une entreprise qui a quand même été largement façonnée par son prédécesseur, donc Ivan Glasenberg. Il est surnommé à l'interne Mini Ivan, donc Gary Nagle, Mini Ivan. Pour Glasenberg, c'était clair, il fallait une personne qui lui ressemble en tout au point. Donc, je me suis dit, ça doit être compliqué d'arriver dans une entreprise où vous vivez encore dans l'ombre du prédécesseur, qui reste aussi l'actionnaire principal. Donc, j'imagine que vous êtes scruté en permanence par ce père qui tire encore les ficelles dans l'ombre. Et moi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est Gary, un autre monde est possible. Vous n'êtes pas obligé de répliquer exactement ce que le père de Glencore a mis en place. Vous pouvez imaginer une autre société. Prenez votre courage à deux mains. Vous-même, vous êtes issu d'un pays, l'Afrique du Sud, qui a vécu un changement de paradigme total assez récemment. Vous faites partie de cette génération-là. Et donc, prenez des décisions fortes et changez le visage de votre entreprise. Eh bien, même si on peut avoir quelques doutes, on espère qu'il écoutera ton appel. Merci beaucoup, Adrien Budry-Carbo, d'être venu. Merci à vous. Et merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, toutes les références que l'on cite sont en description de cet épisode. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.